Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents donc à notre webinaire autour de l'obsolescence IT. Comment anticiper et réduire sa dette. Il y a un peu de bruit, Christophe, je pense, de ton côté. Est-ce que vous pourriez simplement nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et que vous voyez bien les slides? Ça arrive. Tout est bon, super. Et bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, comme je l'expliquais, donc merci pour votre présence à ce webinaire. C'est un sujet de fond, un sujet fil rouge, un sujet vraiment qu'on aborde tout au long de l'année, à la fois lors de nos prises de parole, mais également pour nos consultants qui sont en mission chez les clients. C'est effectivement comment anticiper, comment réduire sa dette technique, applicative et fonctionnelle. Et c'est un sujet sur lequel voilà, on a décidé aujourd'hui de prendre la parole. Donc, ce webinaire, cette table ronde, s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition pour nos prospects, pour nos clients, pour nos candidats sur notre site internet. Donc, vous retrouvez à la fois donc des livres blancs, des fiches pratiques, voilà, des documents à télécharger, comme effectivement dernièrement certains sujets qui ont été abordés, notamment autour de VMware, de l'audit DevSecOps, de la fatigue du changement, voilà, sur des sujets plutôt transformation IT, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. On a également une programmation de table ronde et d'événements qui est assez ambitieux. Donc prochainement, donc en fin novembre, on aura un webinaire autour de la migration tenant to tenant qui sera réalisé. Et puis voilà, on a également des replays, des articles de blog, donc vraiment beaucoup de contenu qui gravitent autour de la gestion, de la modernisation des infrastructures IT. Et tout se trouve sur notre site internet. Quelques mots sur Synapsys. Donc nous sommes une société de services et de conseils spécialisée dans la gestion des infrastructures IT. Donc voilà, on accompagne des clients, essentiellement des grandes entreprises, mais également des entreprises de taille intermédiaire dans leurs projets d'infra, de gestion des infras, à travers voilà, différentes expertises, notamment la cybersécurité, le cloud, le DevOps, le modern workplace, et puis la partie projet data, projet IA. Donc, on a également au sein de l'entreprise en fait une cellule plutôt conseil qui accompagne sur la transformation des projets. Donc là, on va avoir des profils de type chef de projet, directeur de programme, PMO, etc. Donc 180 consultants, 12 années d'existence. On est présent à Lille, à Paris et à Lyon. Et on a également un bureau à Kuala Lumpur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur Synapsys. On pourra prolonger l'échange après la session. Voilà pour l'introduction. J'ai le plaisir d'être donc avec deux intervenants, Christophe Liefog et Sylvain Le Souder. Et puis, je vous laisse la parole pour vous présenter rapidement. Christophe, je t'en prie. Merci Nathalie, et bonjour à tous. Donc moi, Christophe Liefog, je suis architecte cloud et solutions chez Synapsys, et également squad leader de la practice DevOps. Donc j'ai quelques années d'expérience. Avant de rejoindre Synapsys, j'ai fait 13 ans chez un client final où j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs fonctions et traiter des sujets d'obsolescence tant sur le volet technique que fonctionnel ou applicatif. Et donc c'est toute cette expérience-là va me permettre, je l'espère, du moins de vous apprendre et de vous partager des petits quick wins, et ce sera tout l'objectif de la démarche d'aujourd'hui. C'est ça. Merci. Et Sylvain. Et bonjour à tous, donc Sylvain Le Souder, pareil, comme Christophe, je suis aussi architecte cloud. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille et ça fait 1 an et quelques que je suis chez Synapsys. J'ai le même rôle que Christophe, mais pas sur la squad DevOps. Cette fois-ci, je suis moi sur la squad cloud, squad leader. Et auparavant, j'étais chez un grand cloudeur qui s'appelle AWS. Merci à tous les deux. Donc, avant de démarrer ce webinaire, je souligne le fait que vous pouvez poser des questions à tout moment. Le chat est là pour ça, donc n'hésitez surtout pas à commenter ou à nous questionner. On répondra vraiment à toutes vos interrogations en direct du webinaire et tout au long de la session. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, profitez de ce moment justement avec ces experts pour pouvoir anticiper un petit peu ces sujets également chez vous.
Donc, merci beaucoup. On démarre. Obsolescence IT, comment anticiper et réduire sa dette avec une petite introduction. Christophe, je te laisse la parole. Voilà. Alors, avant d'entrer plus dans le détail, on souhaitait déjà vous présenter quelques éléments de contexte et des risques associés justement à un manque de gestion de votre obsolescence. Le premier sujet à prendre en compte, et qui est assez logique somme toute, hein, c'est le support. Aujourd'hui, si vous avez des solutions que vous avez souscrites chez des éditeurs tiers ou même des librairies ou peu importe, hein, le premier élément lorsqu'un manque de gestion de l'obsolescence, c'est un manque de support. Ce qui fait que aujourd'hui, un produit qui n'est pas supporté, qui n'est pas maintenu, qui n'est plus mis à jour, peut impacter les performances et l'intégrité de votre système de manière générale. Et ce manque de disponibilité des éditeurs, mais on parle d'éditeurs, mais également de la communauté open source. On a certaines solutions qu'on peut être amené à utiliser qui ne sont pas associées à un éditeur, hein, qui viennent du monde libre. Et pour autant, pour des raisons X ou Y, il y a une version, un nouveau soft qui a été forqué ou qui est plus performant ou plus pertinent. Et de ce fait-là, on n'est plus en mesure de l'utiliser. Ce qui fait que c'est un des premiers éléments qui peut être amené à générer de la dette et générer des risques associés. Lorsqu'on parle du volet financier, souvent la grosse difficulté dans les projets de gestion d'obsolescence, c'est le manque de ROI. Donc j'ai employé le terme le faible ROI volontairement, parce qu'on peut parfois profiter d'un système qui est obsolète pour essayer dans la mesure du possible de générer un minimum de ROI en profitant d'une solution qui apportera plus de valeur. Si on prend un premier élément qui est une obsolescence technique, par exemple, on peut profiter pour apporter plus de fonctionnalités qui seront in fine appréciées vis-à-vis des métiers. C'est rarement le volet qui est pris, hein. Souvent on traite la dette a posteriori et à la dernière minute. Pour autant, on a cette capacité-là et d'un point de vue financier, si on est en mesure de démontrer que cette mise à jour-là va apporter de la valeur au-delà de respecter la chaîne de support, ça peut être un élément pris en compte. Enfin, lorsqu'on parle également d'obsolescence, hein, l'un des sujets qui est souvent mis en avant, c'est la sécurité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les cyberattaques ne font qu'augmenter de jour après jour. L'intelligence artificielle apporte également de nouvelles fonctionnalités à vos équipes, mais également aux cyberattaquants. Et aujourd'hui, des systèmes qui sont obsolètes sont plus facilement faillibles. Donc aujourd'hui, effectivement, ce risque-là engendre effectivement des risques de perte ou d'altération de la donnée qui font qu'un manque de gestion d'obsolescence engendre des risques plus importants d'un point de vue sécurité. Enfin, quand on parle de quelques éléments de contexte sur la gestion d'obsolescence, parfois c'est dû à une conformité parce qu'on est rassocié effectivement à une structure juridique dans le domaine bancaire, par exemple, hein, et on peut avoir des réglementations assez fortes, dépendre effectivement de la Banque Centrale Européenne, avec des exigences qui évoluent dans le temps. Vous pouvez avoir fait un choix, par exemple, d'un monocloud. Vous avez choisi un CSP Azure AWS et la réglementation, la Banque Centrale Européenne, par exemple, j'ai pris l'exemple de la banque puisque c'est un sujet que je traite actuellement, mais il y en a d'autres également, hein, et vous impose de ne pas être sur un seul CSP. Donc ça, c'est un autre exemple. Enfin, lorsqu'on ne traite pas également l'obsolescence, ce qui arrive parfois, c'est des problèmes de compatibilité, que ce soit des problèmes de compatibilité technique, mais également fonctionnelle. Aujourd'hui, un système, rares sont les systèmes ou les éditeurs hein, qui vous proposent de nouvelles fonctionnalités sans avoir une obligation de mettre à jour votre écosystème. Enfin, toujours dans l'élément et dans des éléments de contexte, hein, l'émergence du cloud, l'émergence des solutions SaaS, l'évolution du système d'information ces dernières années hein, a parfois complexifié un peu l'écosystème et les systèmes d'information. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple des différents CSP, hein, on a des mises à jour quotidiennes, mises à jour parfois de sécurité, des nouvelles fonctionnalités. Et ça engendre effectivement une nécessité d'avoir un processus de gestion de l'obsolescence avéré. Parce qu'aujourd'hui, si entre guillemets vous êtes sur un plan de transformation et d'une migration sur le cloud, à un instant T, vous allez faire des choix. Je vais dire que quelques semaines ou quelques mois après, il y a des choses qui peuvent être remises en question. Et ça fait également partie des éléments qui sont à prendre en compte dans une gestion d'obsolescence. Aujourd'hui, en fait, l'autre chose à prendre en compte dans ces systèmes complexes-là, c'est plus vous allez avoir une diversité dans les choix technologiques, au plus ça sera complexe parce qu'il faudra bien entendu les maintenir et faire de la veille sur l'intégralité des composants qui sont aujourd'hui, qui composent votre landscape technique.
enfin un terme un peu galvaudé hein, qu'on emploie toujours, enfin qu'on emploie parfois, qui est l'obsolescence programmée. Mais aujourd'hui, un système, à partir du moment où il est mis à disposition, quelques jours après, il est déjà devenu obsolète. Pour la simple et bonne raison que, j'en ai parlé juste avant, hein, chez les cloud providers, par exemple, les mises à jour sont quotidiennes. Donc vous faites une mise à jour, on est là aujourd'hui le 7 novembre, on va dire une semaine après, il peut déjà avoir une seconde mise à jour. Donc ça, c'était pour rappeler un petit peu le cadre, le contexte et les risques. Je ne pense pas que vous avez découvert beaucoup de choses, mais c'était déjà pour décrire un petit peu la démarche et s'assurer qu'on soit en phase sur les éléments. Je vous propose après de rentrer un peu plus dans le détail sur les différentes typologies d'obsolescence, sur lesquelles Sylvain va vous décrire un petit peu les différentes typologies. Ouais. Alors, Nathalie en a parlé tout à l'heure, hein, on a différents types d'obsolescence. Elle a introduit l'obsolescence technique. Donc quand on parle d'obsolescence technique, ça veut dire qu'on va parler de 2-3 sujets qui se ressemblent beaucoup. D'abord, la partie obsolescence matérielle. Alors vous avez sur la partie gauche du transparent, une frise qui représente la manière dont est géré par un éditeur ou par un constructeur, son matériel. Donc c'est 4 grandes phases qu'on va avoir. Donc la première, la recherche et développement, c'est la plus, celle où grosso modo la plupart des utilisateurs n'ont pas accès, au matériel. Après il y a une mise à disposition sur le marché, qui est faite par le constructeur. Cette mise à disposition sur le marché va durer X temps, X étant variable en fonction de chacun des constructeurs. On peut avoir des constructeurs qui font durer du matériel pendant une vingtaine d'années, et à contrario, d'autres constructeurs qui font durer du matériel pendant 4 ou 5 ans. Ça va vraiment dépendre du type de matériel dont on part. Pour la partie processeur, par exemple, ça peut être très court comme durée de vie. À chaque nouvelle génération, l'ancienne génération n'est plus supportée. Et donc, quand on a cette mise à disposition, c'est effectivement le constructeur qui fait la partie support. Tout à l'heure, Christophe en parlait, hein, quand on est dans sa gestion d'obsolescence, la partie support du fournisseur ou du constructeur, elle est extrêmement importante, et on est seulement sur cette phase-là de support, donc vraiment sur le début de la vie du matériel. Une fois que le matériel a été remplacé par une nouvelle version, le constructeur généralement arrête sa production. On va trouver du matériel en occasion si on a besoin à un moment ou à un autre de racheter des pièces ou de compléter des pièces. Quand on parle de matériel, régulièrement, il y a de la casse. Les disques durs sont quand même un exemple assez criant. La durée de vie moyenne d'un disque dur, c'est entre 3 et 4 ans. Même si on est sur des disques, SSD, la durée de vie est extrêmement courte, et donc il faut penser à les remplacer régulièrement. Et parfois, on se retrouve avec du matériel qui n'est plus fabriqué. Il faut alors se tourner vers le matériel d'occasion, et quand on est sur du matériel d'occasion, ça veut dire aller voir un broker, et ça veut dire aller, éventuellement négocier des tarifs. Parce qu'on n'a plus d'achat en neuf. Et on a aussi pas forcément de garantie du constructeur. Et puis petit à petit, quand le matériel est de plus en plus rare, on arrive à une raréfaction qui devient très importante. Et là, on arrive sur vraiment une fin de vie complète du matériel. L'exemple qu'on peut avoir sur ça, c'est les baies Sun qui existaient il y a une vingtaine d'années. Maintenant, elles sont introuvables. Et si vous cherchez des processeurs Spark, vous allez les payer extrêmement cher pour pouvoir supporter des Sun OS, parce que il y en a plus. Et si votre infrastructure repose sur ce genre de matériel, je vous conseille de vivement changer, parce que votre matériel n'est plus du tout supporté et on n'en trouve presque plus chez les brokers. Et donc tout ça amène à avoir de la gestion de cycle de vie. Tous les composants matériels ont des cycles de vie qui sont différents. Quand on parle de serveurs, ça peut être quelques années, ça peut être plusieurs décennies, ça va dépendre du fournisseur. Quand on parle de modules réseau, donc des routeurs fibres ou des routeurs réseau, ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Quand on parle de fibre optique, il y a aussi 2 possibilités différentes. On peut parler de fibre pour du réseau classique, et puis de fiber channel pour la partie réseau de stockage, où là, on a des durées de vie qui sont très particulières. Ça va dépendre de votre fournisseur de baies de stockage. Et enfin, le dernier, qui a une durée de vie qui est très très longue, mais auquel il faut bien faire attention, c'est le robot de sauvegarde. Vos robots de sauvegarde, en général, ils ont une durée de vie entre 25 et 30 ans. Mais ils ont bien une date de fin de vie qui est fournie par vos fournisseurs de robots de sauvegarde, et c'est très important aussi de bien regarder cette obsolescence matérielle.
En termes d'obsolescence matérielle, on a aussi la couche du dessus, entre guillemets, d'obsolescence, c'est le cycle de vie de vos hébergeurs. Alors quand je parle d'hébergeurs, c'est votre centre de données est-il à jour ou pas? Régulièrement, on peut avoir des problématiques euh, météorologiques, ça peut être des inondations, ça peut être des ouragans, ça peut être des fortes sécheresses, et vos centres de données ne deviennent plus adaptés à vos besoins, et dans ce cadre-là, il faut parfois aller déménager pour des problématiques météorologiques et aussi pour des problématiques de matériel présent au sein au sein du centre de données. Donc vraiment bien faire attention aussi à cette partie gestion de cycle de vie de vos hébergeurs. Quand on est chez un grand hébergeur comme Equinix ou IBM, il n'y aura pas de problématique, c'est eux qui vont gérer ça pour vous. Par contre, quand vous avez vos propres data centers en propre, ce qui est le cas de pas mal de banques, faites bien attention à tout ça. Vos data centers ont aussi une date de fin de vie. Voilà, et donc les risques qui sont associés à cette problématique d'obsolescence matérielle, c'est l'absence de disponibilité. Comme j'expliquais tout à l'heure, chercher une BSON maintenant, c'est quasi impossible. Vous allez aussi avoir des problématiques de compatibilité avec vos systèmes d'exploitation. Un matériel trop ancien n'est plus forcément supporté par votre système d'exploitation. L'exemple le plus simple que tout le monde voit, c'est Windows 11 qui ne supporte pas du matériel qui date d'avant 2018. C'est pas si vieux que ça, 2018, c'est il y a 6 ans, et donc ces problématiques-là vont venir aussi rapidement dans vos centres de données avec des incompatibilités de vos systèmes d'exploitation. Et enfin, comme on n'a plus de mise à jour du matériel, on n'a plus non plus de mise à jour des firmware qui sont associés à votre matériel, et on peut avoir, ce faisant, des problématiques de sécurité. C'est passé ce genre de problématique avec des serveurs Dell, avec des firmware qui étaient plus à jour, et pourtant il y avait des failles de sécurité à l'intérieur, ce qui fait qu'on pouvait prendre la main à distance sur certaines machines. Alors ça s'est passé il y a une dizaine d'années, mais ces failles de sécurité peuvent aussi apparaître. Donc vraiment, ce qu'a indiqué tout à l'heure Christophe dans les contextes et risques, on retrouve ça essentiellement dans l'obsolescence technique. Quand on parle aussi d'obsolescence technique, on va parler d'obsolescence de ces socles systèmes. Alors cette typologie d'obsolescence, elle ressemble beaucoup à ce que je vais présenter sur le slide d'après, c'est-à-dire l'obsolescence applicative, sauf qu'on va pas gérer des cycles de vie des mêmes composants. Là, on va parler de système d'exploitation, éventuellement de protocoles réseau. Alors les protocoles réseau, on peut parler de X25 qui a été décommissionné il y a pas mal d'années par Orange. Mais on peut aussi parler du passage d'IPv4 à IPv6. Et des systèmes compatibles IPv6 sont aussi compatibles IPv4, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Voilà, donc sur l'obsolescence des socles systèmes, vous avez aussi du suivi à faire régulier. Et donc tous ces composants-là sont nécessaires à suivre au quotidien. Et donc pour passer sur un autre type d'obsolescence. Non, je me permets de rebondir. Il y avait une question justement d'une personne qui demandait si on ne fait, enfin, dans les propos, est-ce qu'on ne fait pas une confusion entre gestion d'obsolescence et patch management? Alors, on parle pas de patch management, là, on parle bien de la gestion d'obsolescence. Parce que quand on parle d'obsolescence, on parle de version majeure alors, pour les parties logicielles et les systèmes, on parle de version majeure. Pour la partie matérielle, il n'y a pas du tout de gestion de patch, hein, c'est vraiment de l'ajout et de suppression de matériel existant qu'on va aller brancher ou pas dans son centre de données. La partie patch management, c'est du suivi au sein d'une version majeure. On pourrait détailler ça effectivement un peu plus tard dans l'obsolescence applicative. C'est pas forcément le cœur du système de la problématique de la gestion de son obsolescence. Parce que des versions mineures au sein d'une version majeure, ça se déploie relativement facilement, et les éditeurs assurent une compatibilité ascendante. Par contre, quand on parle d'obsolescence applicative, on retrouve les mêmes typologies de phases que ce qu'on avait avec l'obsolescence technique. Tout à l'heure, on avait recherche et développement en première phase, on se retrouve avec du développement. Sur toute la vie par contre, d'un composant applicatif ou d'un composant logiciel ou d'un composant système, on a du support apporté par l'éditeur. La différence qu'on va avoir principale, c'est que on a souvent deux phases de support. Une première phase avec un support classique, et après un support étendu que l'on va payer. Ce support étendu, il n'existe que dans le cas des logiciels propriétaires liés à une licence d'usage.
Tout à l'heure, Christophe a parlé de logiciels open source, de briques applicatives open source. Cette notion de support étendu n'existe pas dans le cas des supports, dans le cas des applications open source. Et ce faisant, lorsque l'on ne suit pas ses composants applicatifs, on a des risques, comme tout à l'heure, avec des incompatibilités, des problématiques de disponibilité aussi, c'est-à-dire qu'un composant peut, lorsqu'il est à une certaine version, être disponible simplement, et avoir des versions ultérieures avec de la haute disponibilité, qui permettent derrière d'améliorer la disponibilité de ces infrastructures et de ces applications. Mais cette disponibilité est liée à une version. Et enfin, Christophe en a parlé aussi tout à l'heure, les risques de sécurité. On sait tous que n'importe quel logiciel a des failles de sécurité, et ces failles de sécurité, quand on a du support, elles sont comblées petit à petit par les mises à jour fournies par l'éditeur. Quand il n'y a plus de mise à jour de cet éditeur, il peut y avoir des failles de sécurité qui restent ouvertes et qui ne seront jamais corrigées. D'où l'importance de suivre son obsolescence applicative et de l'ensemble de ses composants logiciels d'un point de vue de sécurité. Et ça peut aussi revenir avec les problématiques de régulateurs que l'on peut avoir à un moment ou à un autre. Afin de pallier à ce genre de problématiques d'obsolescence applicative, on met en place souvent des démarches de modernisation de ces applications. Donc ça va être la démarche à mettre en place, ça va être d'identifier ces applications, de catégoriser l'ensemble de ces applications et d'être capable d'identifier l'intégralité des composants d'une application. J'insiste sur l'intégralité parce que un composant d'une application peut rendre obsolète un composant obsolète peut rendre obsolète l'intégralité d'une pile applicative, justement parce qu'il n'y a plus de support ou de support étendu sur un composant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de suivre de très très près, parce que sinon, on peut se retrouver avec une faille de sécurité ou une problématique d'incompatibilité entre un composant de son application et l'application qui tourne par-dessus. Et est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Et enfin, le dernier type d'obsolescence que l'on va avoir, alors celui-ci, il est plus du tout dans la partie technique. On est vraiment sur de la gestion fonctionnelle de ces risques. Alors cette fois-ci, on est sur des applications qui fonctionnent dans son système d'information, qui répondent totalement ou partiellement à un besoin de son client et ou de ses utilisateurs. Mais quand on doit gérer cette obsolescence fonctionnelle, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver avec des risques d'impossibilité d'évolution fonctionnelle, c'est-à-dire que on a on va avoir une demande de fonctionnalité une demande de fonctionnalité, pardon, qui ne va pas être implémentable dans une application existante. Et ce faisant, on peut aussi avoir des pertes de connaissances, c'est-à-dire que les gens qui connaissaient le fonctionnel partent au fur et à mesure. Ça, c'est une gestion d'obsolescence qui était nécessaire de faire. Alors, c'est pas vraiment au quotidien, c'est en fonction des départs et des arrivées, c'est plutôt côté ressources humaines qu'on va avoir ce genre de problématiques. Et enfin, quand on a des problèmes, une absence de gestion de son fonctionnel, de l'obsolescence de son fonctionnel, on peut se retrouver avec plusieurs applications qui font la même chose, partiellement ou totalement, et donc on se retrouve avec du doublonnage applicatif, ce qui est pas forcément problématique d'un point de vue obsolescence, mais ça va être une problématique d'un point de vue financier. Tout à l'heure, Christophe parlait de retour sur investissement. Souvent, c'est par là qu'on peut avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire commencer à bien faire attention à lister l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à un métier et parfois s'apercevoir qu'on a des applications qui couvrent plusieurs périmètres fonctionnels et qui derrière se recouvrent l'une l'autre et finalement on peut éventuellement supprimer des morceaux de son système d'information. Christophe, si tu as une remarque, hein, n'hésite pas. Hein. Non, 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 pas plus de remarques sur ce que tu as dit, mais je suis totalement en phase et aligné sur ce que tu as pu décrire. Ok, très bien. Et les enjeux que l'on a quand on doit traiter son obsolescence fonctionnelle, c'est vraiment être capable d'identifier assez tôt
même dès le processus de développement d'une application, les besoins que l'on a pour une application, et donc d'être capable de cartographier à un moment ou à un autre les besoins que l'on a fonctionnels pour répondre avec la construction d'une application. Ça permet d'être capable d'aligner les choses et d'être certain que le métier a vraiment besoin de cette application, et il a besoin de telle fonctionnalité dans telle application, et on retombe sur la maîtrise des coûts dont je parlais tout à l'heure, parce que ça peut aussi permettre de simplement supprimer des applications qui n'ont plus forcément lieu d'être, parce que les fonctionnalités qu'elles offrent sont disponibles aussi au sein d'autres applications. Voilà. Et si vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter. Et enfin, sur la manière de mesurer la dette, alors là, cette fois-ci, ça va consister vraiment à mettre en place des listes de composants, des listes de socles techniques. Ce qui est important, c'est d'avoir l'intégralité et l'exhaustivité des versions de ces composants. Alors quand je parle de composants, ça peut être des bibliothèques, ça peut être des systèmes d'exploitation, ça peut être des protocoles, ça peut être des manières de stocker les choses, ça peut être aussi du matériel physique, donc avoir les versions de ces machines physiques réellement existantes, voir si elles sont compatibles ou pas avec un système d'exploitation ou avec une solution de virtualisation type VMware, Proxmox, etc. Et pour être certain qu'on peut continuer à déployer des infrastructures sur l'ensemble de vos composants. Et on a le même type de travail à effectuer aussi sur les socles techniques, donc cette fois-ci on est sur les OS et leur date de fin de vie. Dans l'idée, c'est vraiment de construire une ou plusieurs bases de données avec à l'intérieur l'ensemble de vos composants, les dates de début d'utilisation de votre composant, et les dates de fin de vie de vos composants. Alors les dates de fin de vie, elles peuvent être décomposées en plusieurs sous-ensembles. Ça peut être la date d'arrêt de production, ça peut être la date de fin de support, ça peut être la date de fin de support étendu. Il y a énormément de typologies de cas dans le cas de la gestion d'obsolescence, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une vue exhaustive de votre obsolescence. C'est pour ça que sur la gauche, là, on a un exemple tout simple d'un camembert qui présente une entreprise fictive qui a déjà 14% de ses applications qui sont obsolètes, et donc 14% de ces applications, ça veut dire que on a quand même beaucoup d'applications qui sont déjà obsolètes, qui sont potentiellement avec des failles de sécurité, et qu'il faut les traiter rapidement. C'est pas il va falloir les traiter, c'est il faut les traiter rapidement. Et donc vraiment, quand on a ce genre de métriques et d'indicateurs, ça permet d'avoir un cycle de vie, de suivre le cycle de vie, et d'être capable d'indiquer où on en est dans la vie de chacun de ces composants. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très très important. Et après, derrière, on va pouvoir aussi construire quelque chose de très pratique, c'est la matrice de compatibilité, et savoir quelle application peut être déposée sur tel socle technique avec tel sous-jacent matériel. Voilà. Merci Sylvain. Oui, pour compléter, à partir du moment où vous avez su établir effectivement cette liste, cet ensemble de composants avec les socles techniques, si vous êtes assez avec les processus utiles, c'est ce type d'information-là, ça doit être stocké dans ce qu'on appelle la CMDB. Aujourd'hui, si vous avez à disposition un outil de type ITSM, il doit vous proposer effectivement une fonctionnalité de type CMDB, et c'est le type d'information qui est nécessaire et importante de stocker effectivement dans votre CMDB. Après, il faut trouver le niveau de granularité, puisqu'il y a des éléments qui sont à mettre à jour. À partir du moment où vous êtes en mesure d'automatiser tout ou partie de la mise à jour de ces composants-là et de ces assets, c'est tout l'intérêt effectivement de l'alimenter automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, la CMDB, au-delà du calcul d'impact, mais quand on parle justement d'un composant qui est obsolète, ça revient justement d'un calcul d'impact et une gestion des risques. Là, si on voit effectivement dans le slide 14% des applications qui sont obsolètes, sur les 14%, il y en a peut-être 2 qui seront décommissionnées dans les 2 ans à venir. Donc l'investissement de gérer cette obsolescence-là est peut-être pas pertinent. Donc en fait, toute cette démarche-là, et au-delà de la mesure, qui est le premier élément de la pierre angulaire, il y a toute une méthodologie effectivement à établir, à mettre en place, et comme ça a pu être présenté justement, le premier élément étant de mesurer et d'auditer. Il faut savoir de où on part, quel est notre écosystème, la liste des composants, et ainsi de suite.
Enfin, ce qu'il faut également dans cette typologie justement de gestion de l'obsolescence, informer et responsabiliser. On a tendance parfois à gérer ces sujets-là uniquement sur un volet technique. On a pu vous le décrire, hein, il y a un aspect applicatif, un aspect fonctionnel, un aspect technique. Et la plupart du temps, les sujets d'obsolescence, on les traite une fois qu'on est en fin de support. On se rend compte que notre éditeur nous envoie, voilà, vous êtes en fin de support. Et c'est géré c'est géré par les opérationnels, c'est géré par les techniciens, c'est géré par les SysOps et ainsi de suite. Mais là, à travers justement ce message-là d'informer et responsabiliser, il faut embarquer l'ensemble des acteurs de la DSI. Aujourd'hui, en fonction de votre organisation, vous avez probablement des responsables de domaine, des responsables applicatifs, et une obsolescence technique qui est annoncée doit également être embarquée dans la roadmap des évolutions applicatives. Enfin, optimiser, exploiter. Le terme optimiser est somme toute choisi pour une raison simple. Hein. C'est pas que faire une mise à jour. Quand on parle d'optimiser, on n'est parfois pas en mesure de gérer une obsolescence. Et dans ces cas-là, dans notre matrice des risques, on dit OK, ce périmètre-là, on n'est pas en mesure de gérer son obsolescence dans un délai assez court. Donc on a un risque qui est avéré. Et comment on peut limiter le risque si vous n'êtes pas en mesure. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut être en mesure d'optimiser ces volets-là. Enfin, standardiser et automatiser. Plus vous allez vous standardiser, au mieux la gestion de l'obsolescence sera simplifiée. Si vous avez un landscape technique, un patrimoine applicatif, si vous êtes dans une structure un peu type holding et vous faites régulièrement des acquisitions, lorsqu'on fait l'acquisition d'une société A, B ou C, on génère de la dette pour la simple et bonne raison que quand on absorbe une entreprise, on l'absorbe avec son système d'information. Ce qui veut dire par là qu'on a une obsolescence. On a une obsolescence qu'on aura probablement, on parlait tout à l'heure de doublons, hein, et la plupart du temps, la gestion des doublons, hein, c'est sur les applicatifs dits de fonction support, la gestion du SIRH, la gestion de la comptabilité, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose où aujourd'hui, dans un délai qui est indéterminé, lorsque vous intégrez effectivement une structure, il y aura des choses à harmoniser à court ou moyen terme, en fonction, bien entendu, du budget alloué. Et enfin, pour continuer dans cette démarche-là de méthodologique, il faut bien entendu toujours être en veille. Comment savoir qu'un système est obsolète sans être à l'écoute du marché? Ça, c'est pas possible. Pour autant, être en veille, tous les jours, vous allez voir de nouvelles fonctionnalités. On en revient à la standardisation. Hein. Une nouvelle fonctionnalité qui va arriver et qui va révolutionner le système d'information, c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite sauter dessus. Il faut mesurer effectivement son usage et sa pérennité dans le temps, puisque au plus justement vous allez l'implémenter, au plus il faudra la maintenir et la gérer. Et donc ça rajoutera une brique supplémentaire. Enfin, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme solution miracle qu'on pourrait vous proposer? Il n'y en a pas, hein, je dirais, en soi. Il n'y a pas de solution miracle, mais un des premiers acteurs sur lequel les gens sont amenés justement à trouver des... Pardon ? Je te coupe simplement parce qu'il y avait une question entre-temps qui était plutôt pour Sylvain tout à l'heure lorsque tu présentais ta slide sur la mesure de la dette. Est-ce qu'il existe des outils pour réaliser justement une cartographie ? Alors, c'est exactement ce dont parlait Christophe, hein, c'est vraiment la CMDB. Et la CMDB, elle peut être manuellement remplie ou automatiquement remplie. Pour faire le lien avec exactement ce que présente Christophe, quand on est chez un fournisseur de cloud, la CMDB, elle est 100% automatisée. Quand on est sur un hébergement classique on-prem, souvent ça passe par le déploiement d'un agent sur l'ensemble de ces ressources, et on va alors peupler la totalité d'une CMDB. Par contre, la CMDB ne fait pas tout, parce qu'à un moment ou un autre, je parlais de matrice de compatibilité, c'était pas pour rien, c'est que la CMDB, elle va recenser l'intégralité de vos composants, mais elle ne va pas vous donner, elle va pas vous indiquer si le composant est obsolète. C'est à vous derrière de faire ce que Christophe a dit tout à l'heure, à savoir de la veille, pour aller récupérer les informations et savoir quand est-ce que vous êtes obsolète ou pas. Donc il faut croiser votre CMDB avec les matrices de compatibilité et avec des matrices de fin de vie de vos outils. Donc la CMDB, c'est la première brique, mais ça n'est pas la seule. Merci. Sachant que celle-ci, si vous avez fait le choix d'un fournisseur de cloud type Azure ou AWS, ils vous mettent à disposition des moyens, et comme
tout sujet, le premier élément étant de savoir de où on démarre et avoir une idée la plus complète possible de l'écosystème. Et lorsqu'on parle d'un plan de transformation, d'un plan de migration sur le cloud, hein, la première étape, c'est de l'assessment. C'est où est-ce qu'on en est, l'état des lieux de nos assets. Et donc ça, ils vous mettent à disposition de nombreux outils justement pour vous aider. Et sur la base de ces outils-là, vous êtes en mesure de les coupler justement avec votre CMDB pour automatiser, alimenter celle-ci. Et donc pour revenir justement donc sur est-ce que le SaaS c'est la solution, c'est pas une réponse aussi simple que ça, hein. Aujourd'hui le SaaS apporte de nombreuses fonctionnalités. Donc à travers le SaaS effectivement, comme vous pouvez le voir dans le slide présenté ici, hein, à partir du moment où votre responsabilité est moindre, il y a une partie de l'obsolescence qui n'est pas à votre charge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'elle est à la charge du fournisseur de services. Et donc aujourd'hui, dans vos infrastructures on-premise, vous devez effectivement gérer l'intégralité de l'obsolescence, qu'elle soit technique, fonctionnelle ou applicative. Plus vous allez partir vers les solutions dites plus managées, en mode SaaS, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, votre responsabilité, ça va être sur la data en tant que telle et sur les devices, sur la gestion des identités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette obsolescence-là est facilitée. Pour autant, un élément qui est à prendre en compte, c'est que les fournisseurs de services, ils vont pas vous attendre. Aujourd'hui, vous avez une capacité on-premise à accepter le risque et accepter la dette. Si vous êtes parti justement avec une stratégie full SaaS, full cloud, ben là, vous allez devoir subir, de par le fournisseur de services, cette mise à jour. Elle vous sera imposée. Et donc, il faut trouver le bon niveau de curseur. Donc, sur certaines solutions, ça peut avoir du sens. Sur d'autres, peut-être non. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, hein, de l'acquisition d'une nouvelle structure, les applications dites fonctions support, ben là, aujourd'hui, des acteurs du marché qui proposent des solutions SaaS sur des gestions de SIRH, hein, j'ai pas le nombre en tête, mais il y en a des nombreuses et des nombreuses. Donc là, je pense que vous n'avez pas besoin de vous différencier, donc autant profiter de ce type de solution-là. Enfin, quelles sont les solutions miracles? Aujourd'hui, on parle beaucoup, comment dire, de la démarche qu'on appelle chez nous, et pas que chez nous d'ailleurs, un DevSecOps. Hein. Celle-ci a été introduite, historiquement, on parlait initialement du DevOps, je pense dans les années, oui, de 2010, peut-être un petit peu avant, et on a vite intégré effectivement la partie sécurité. Comme on l'indiquait précédemment, hein, l'obsolescence, l'un des premiers leviers sur l'aspect technique et des risques de sécurité. Donc, dans la mesure où vous avez mis en place une démarche et une culture DevSecOps, vous n'aurez que des avantages significatifs dans la gestion de votre obsolescence. Aujourd'hui, effectivement, dans les systèmes qui sont totalement industrialisés, automatisés, faire des mises à jour, on est en mesure de faire des mises à jour de manière très régulière. Enfin, comment mesurer? Les briques d'observabilité mises en place dans le cadre d'une culture DevSecOps vous permettent d'avoir une vision exhaustive de votre écosystème et de savoir quel composant est potentiellement défaillant. Enfin, la partie test automatisé. Aujourd'hui, vous avez une mise à jour technique à opérer. Vous êtes en mesure effectivement de tester très facilement à partir du moment où vous avez mis en place des automates et les briques nécessaires et suffisantes. Enfin, on parlait effectivement technique, mais il y a également l'aspect, je dirais, plus fonctionnel ou plus côté développement. Hein. On peut être amené également à avoir des défaillances ou des composants qui sont obsolètes d'un point de vue framework ou d'un point de vue librairie. Aujourd'hui, dans ces démarches-là, comment dire, de culture DevSecOps, hein, on doit également toujours être en veille. Donc, une des réponses également que je pourrais faire sur qui gère l'obsolescence, en fait, c'est toute la DSI. C'est pas une structure à part entière qui va juste gérer elle toute seule l'obsolescence. Ça peut avoir du sens pour gérer la gouvernance. Par contre, c'est toutes les entités de la DSI qui doivent la gérer, puisqu'il y a un volet technique, il y a un volet applicatif et un volet fonctionnel. Et aujourd'hui, qui a la connaissance des fonctionnalités qui ne sont plus utilisées? C'est les métiers et votre observabilité qui va vous permettre d'identifier que certains besoins qui ont été exprimés à un instant T ne sont plus nécessaires et pertinents. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu présenter d'un point de vue méthodologie, des avantages des solutions SaaS et de la culture DevOps en tant que telle, ou sinon je vous propose de vous partager également quelques conseils et bonnes pratiques qu'on peut être amené à partager à nos clients.
on va pouvoir passer sur les bonnes pratiques, effectivement. Donc, en lien tout à l'heure avec la partie CMDB, hein, ce que je disais, alors c'est l'avant-dernier conseil, c'est vraiment automatiser le plus possible l'alimentation de sa CMDB. Cette alimentation, elle peut être automatisée soit via des agences, soit qui sont déployés sur chacun de vos systèmes d'exploitation, soit via des agents qui sont un petit peu plus, un peu plus dans les couches basses, qui vont être dans votre hyperviseur ou qui vont être dans vos gestionnaires de périphériques réseau. Cependant, beaucoup de choses ne peuvent pas forcément être complètement automatisées. Par exemple, la manière dont est alimenté d'un point de vue électrique votre data center, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir automatiser dans cette CMDB. Ceci dit, le plus d'automatisation possible vous permet d'avoir la vue la plus à jour de votre CMDB et comme indiqué tout à l'heure, de la croiser avec d'autres données. Alors ça, c'est en lien avec le premier conseil, c'est la mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord. Ces indicateurs, ils sont généralement pas trop compliqués à mettre en place et à définir. Par contre, construire les tableaux de bord pour qu'on ait une vision la plus exhaustive possible de l'état de votre parc, c'est pas forcément très, très simple, même s'il y a des indicateurs et des tableaux de bord qui sont déjà tout prêts. Ceux qui sont fournis, par exemple, par vos fournisseurs de cloud sont plutôt très à jour et plutôt bien fournis et vous pouvez vous baser dessus pour pouvoir les réutiliser pour vos données, on-prem plus classiques. Et donc vraiment ces indicateurs, c'est vraiment le truc, l'information à suivre, c'est le plus important. Après, comme on l'a dit, aussi, on peut avoir des doublons et quand on a des doublons, c'est tout simplement aller recenser les applications qui sont soit inutilisées, soit sous-utilisées et donc d'aller vérifier si on n'a pas déjà des fonctionnalités existantes au sein d'une même application, dans une autre, dans une autre application et donc d'être capable de dire finalement l'application, Tartampion, elle est plus nécessaire parce qu'on retrouve toutes ces fonctionnalités ailleurs dans des applications qui ont été déployées après coup. Voilà. Christophe vous a présenté une méthodologie, vraiment sur le cadencement de cette méthodologie, le cadencement de vos audits du parc applicatif, ça c'est nécessaire et c'est pour ça que, la mise en place de gestion de projet autour de votre gestion d'obsolescence, elle est nécessaire. Alors ça va varier suivant la taille de votre système d'information, mais, mettre en place une gestion de projet globale autour de la gestion de l'obsolescence, c'est nécessaire. On est d'accord que, en termes de retour sur investissement, c'est pas forcément immédiat, mais ça peut vous éviter aussi d'avoir une perte de crédibilité parce que votre site web, votre tête de pont a été hacké par, un groupe de cyberattaquants et donc vous vous retrouvez avec un site défacé. Ça peut arriver, c'est arrivé à des hôpitaux français, mais c'est aussi arrivé à des ministères, dans différents pays, pas que en France. Et je vais laisser la main à Christophe sur la partie, standardisation. Oui, oui, c'est un peu de la redite, mais le fait de standardiser va vous permettre indirectement dans la gestion de l'obsolescence d'avoir un périmètre plus restreint. Au mieux vous serez standardisé, au mieux vous pourrez gérer effectivement ce cycle de vie. Et un système qui n'est pas urbanisé, si vous n'avez pas une vision du plan d'occupation des sols de votre patrimoine applicatif, vous ne pourrez pas voir effectivement les doublons. Sylvain a pu l'indiquer, hein, aujourd'hui, je prends beaucoup l'exemple effectivement d'une entreprise qui est en mesure ou qui a une stratégie un peu d'acquisition et de croissance externe, hein, vous aurez obligatoirement des doublons. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que si vous n'avez pas une vision urbanisée de votre système d'information, vous ne serez pas en mesure de l'identifier facilement. Et effectivement, dans un plan d'occupation des sols, à partir du moment où on définit effectivement une vision fonction support, une vision opérationnelle et ainsi de suite, on arrive à extrapoler et trouver où se positionne tel patrimoine applicatif. Ce qui vous permet de savoir là où il y a des doublons et sur la base de ces éléments-là, de définir une matrice de risque en choisissant ou non d'harmoniser votre système d'information. Mais bien entendu, hein, ce genre de sujet-là, ça a des coûts non négligeables et c'est ça qu'il faut prendre en compte également. Et enfin, surveiller, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir une vision exhaustive des composants qui sont potentiellement obsolètes, vous ne serez pas en mesure justement d'avancer dans cette démarche-là.
Il y a également une demande, oui, savoir s'il y avait des outils qui sont mis à disposition. Donc là, je vais prendre ma casquette plus côté cloud et côté AWS. Hein. Il y a un outil qui s'appelle le Kudos, qui est mis à disposition par AWS, qui vous permet d'avoir une cartographie. Donc au départ, c'était mis à disposition principalement pour avoir une vision exhaustive d'un point de vue financier, pour optimiser vos coûts. Sauf qu'en réalité, les assets qui sont exploités vous permettent également d'extrapoler et d'avoir une vision sur votre obsolescence. Donc, je peux vous envoyer le lien, je vais vous le mettre dans le chat, mais il y a le Cloud Intelligent Dashboard, donc le Kudos d'AWS. Donc, si vous êtes sur AWS, après, il peut être utilisé on-premise ou chez d'autres CSP. Il y aura d'autres intégrations, il sera moins, entre guillemets, moins simple à intégrer, mais pour autant, c'est déjà un outil qui est plus qu'utilisé chez nos clients. Je vous envoie le lien tout de suite. Et quand on parle de Kudos, alors il se base sur les tags de vos ressources. C'était le dernier conseil à mettre en place quand vous avez quand vous êtes chez un fournisseur de cloud. Pensez bien à taguer vos ressources pour les catégoriser, et ces catégories vont vous servir derrière pour être capable de gérer votre obsolescence par périmètre métier. Et pour répondre à la question sur la partie gestion de projet, il y a deux volets. Il y a effectivement la gestion de l'obsolescence en tant que telle, et c'est la méthodologie que vous avez présentée. Il y a une gestion de projet à opérer, mais également dans la gestion de projet au quotidien de vos solutions, de prendre en compte effectivement l'obsolescence. Aujourd'hui, effectivement, j'ai travaillé dans de nombreuses entreprises, mais le processus projet prenait en compte, entre la phase de VABE et VSR, la gestion de l'obsolescence. Qui va gérer la TMA, qui va gérer effectivement la mise à jour des composants, qui va être alerté, et ainsi de suite. Et si aujourd'hui, dans votre processus projet, la gestion de l'obsolescence n'est pas prise en compte, je vous conseille fortement de l'étudier, parce que c'est comme ça que vous pourrez vous améliorer. Aujourd'hui, un projet, c'est une date de début, une date de fin. Un patrimoine applicatif, ça dure bien plus longtemps. Un projet de 1 ou 2 ans, l'application va peut-être durer 15 ou 20 ans. Donc, une fois que votre projet est terminé, votre chef de projet dit c'est bon, moi j'ai fait mon boulot, l'application est disponible. Sauf qu'en réalité, les équipes vont maintenir le système pendant de nombreuses années. Donc, si vous n'avez pas dans votre stratégie de gestion de projet au quotidien pris en compte la gestion de l'obsolescence, vous aurez potentiellement des défaillances à maintenir ce système-là à court ou moyen terme. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et des difficultés aussi à le maintenir. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est vraiment le moment. Christophe, Sylvain, est-ce que vous voulez conclure sur quelque chose ? En conclusion, l'anticipation, c'est mesurer, être en veille en permanence, être en capacité effectivement d'identifier justement les composants qui sont obsolètes ou bientôt obsolètes. Hein. Donc pour cela, il faut avoir une vision exhaustive de son écosystème, dont la CMDB est une pierre angulaire justement de la gestion de l'obsolescence pour avoir une vision exhaustive de l'intégralité des assets. Et comment la réduire ? La réduire, on vous a mis à disposition, on vous a mis en avant effectivement la démarche DevSecOps, qui est une des possibilités qui va vous permettre demain de faciliter effectivement cette gestion-là de l'obsolescence. Mais le sujet de fond étant, mesurer, auditer et se définir effectivement des axes d'optimisation et prendre en compte ces éléments-là dans vos démarches projets. Et pour ajouter, plus vous arriverez à automatiser la gestion de cette obsolescence, plus vous arriverez à automatiser la production de vos indicateurs et le suivi de l'ensemble de vos ressources, plus ce sera simple derrière pour mettre à jour et pour suivre correctement votre obsolescence et ne pas se retrouver au pied du mur comme on peut l'être de temps en temps quand on a oublié une ressource particulière. Merci à tous les deux. Merci Sylvain, merci Christophe, merci à tous pour vos questions et pour avoir assisté à la présentation. J'espère que ça vous a plu. On vous a mis un QR code à l'écran, du coup, si vous souhaitez aller plus loin et avoir la présentation. Merci à tous. Merci Christophe, merci Sylvain. Et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.